Macabre mystère. Nous sommes en Arkansas, aux États-Unis, 1993. West Memphis, petite ville paisible du sud des États-Unis, bordée de forêts et de rivières, où tout le monde connaît son voisin. Mais parfois le calme cache l'inimaginable. Les habitants se croyaient à l'abri. Les portes restaient souvent ouvertes. Les enfants jouaient dehors sans crainte. Le 5 mai 1993, 3 garçons de 8 ans disparaissent sans laisser de traces. Steve Branch, Christopher Byers et Michael Moore. La ville se mobilise. Parents, voisins et autorités fouillent les bois, les champs et les rivières. La peur s'installe dans la communauté. Quelques jours plus tard, les corps sont retrouvés dans un canal boueux. Les détails sont horribles. Blessures par strangulation, mutilations légères, signes laissant penser à un rituel. Des symboles étranges, gravés dans la boue ou tracés avec du sang, semblent défier toute logique. La violence est telle qu'elle secoue même les enquêteurs expérimentés. Les autorités locales décrivent une scène incompréhensible. Les enfants sont retrouvés nus, ligotés avec leurs propres lacets, les mains attachées derrière le dos. Les analyses médico-légales montrent des marques irrégulières, des coupures dont la nature intrigue les experts. Certaines semblent infligées après la mort. Les médias parlent aussitôt d'un massacre satanique. La police interroge rapidement Damien Echols, Jason Baldwin et Jesse Misskelley, 3 adolescents du coin, connus pour leur style et leurs intérêts sombres. Damien en particulier suscite la suspicion à cause de son intérêt pour l'occultisme et sa manière de s'habiller. Ces éléments alimentent la peur du satanisme déjà très présente dans les années 90. Dans ces années, toute personne avec un style légèrement différent est forcément associée au diable. Jesse Misskelley, âgé de 17 ans, est interrogé pendant plus de 12 heures, sans avocat. Sous pression, il finit par confesser, mais ses déclarations sont incohérentes et contiennent des contradictions importantes. Les policiers croient tenir des preuves solides, mais pour beaucoup, cette confession est le reflet de pression et de vulnérabilité plutôt que de vérité. Les habitants de West Memphis vivent dans la peur et la suspicion. Les rumeurs circulent rapidement. Et si un culte satanique sévissait dans la ville, la réalité se mélange aux superstitions et aux fantasmes collectifs. Les journalistes locaux, cherchant à alimenter la peur, publient des unes sensationnalistes. Des enfants sacrifiés dans un rituel diabolique. Les voisins décrivent Damien comme étrange, solitaire, amateur de heavy metal et de Stephen King. Les policiers s'emparent de ces stéréotypes. Ils fouillent à sa chambre, découvrent quelques livres d'occultisme, un carnet de poésie sombre, autant d'éléments interprétés comme des preuves de sa déviance. Pourtant, aucun lien matériel ne relie les adolescents au crime. Pas d'empreinte, pas d'ADN, pas d'armes. La confession de Jesse devient alors la clé du dossier, malgré ses contradictions flagrantes. Il parle d'un meurtre commis le matin, alors que les enfants ont disparu en fin d'après-midi. Mais dans une ville paniquée, la logique cède la place à la peur. Le procès s'ouvre dans un climat électrique. Les adolescents sont jugés sur des preuves circonstancielles, des témoins changeant plusieurs fois de version, et des expertises scientifiques contestables. Damien Echols est condamné à la peine de mort. Jason Baldwin et Jesse Misskelley écopent de la prison à vie. Les médias s'emparent rapidement de l'affaire. L'opinion publique est divisée. Certains réclament justice pour les enfants,
D'autres dénoncent des erreurs judiciaires évidentes. Des documentaires, des articles et des livres mettent en lumière des incohérences dans le dossier, notamment l'absence de preuves physiques directes liant les adolescents au meurtre. Le procès de Damien Echols se déroule dans une salle comble, sous l'œil des caméras. Les procureurs présentent des experts en occultisme, venus témoigner que les blessures sur les enfants correspondent à des rituels sataniques. L'un d'eux admettra plus tard qu'il s'était appuyé sur des livres de fiction pour fonder son analyse. Les jurés, influencés par ce climat de terreur morale, ne voient que ce qu'ils craignent. 3 adolescents marginalisés, accusés de pactiser avec le diable. Les images de Damien, calme et souriant au tribunal, sont interprétées comme des signes d'arrogance ou de froideur. Mais il dira plus tard « Je souriais pour ne pas leur donner ma peur ». Pendant 18 ans, Damien, Jason et Jesse vivent derrière les barreaux. La vie en prison est un combat quotidien. Isolement, harcèlement et anxiété constante. Les 3 adolescents ne sont pas épargnés par les autres détenus. Mais à l'extérieur, une mobilisation prend forme. Familles, avocats et militants pour les droits humains commencent à enquêter. Des analyses indépendantes révèlent des preuves négligées, témoins oubliés, indices ignorés par la police et témoignages contradictoires. Les communautés en ligne, les journalistes et les documentaristes dénoncent un procès basé sur la peur et la superstition, plutôt que sur des preuves tangibles. Le surnom de West Memphis 3 devient un symbole mondial de l'injustice, un exemple tragique de comment la peur collective peut déformer la vérité. En 1996, la sortie du documentaire Paradise Lost sur HBO bouleverse l'Amérique. Pour la première fois, le public découvre les failles du procès, les témoignages manipulés et les preuves bâclées. Des milliers de spectateurs écrivent aux autorités. De nouveaux experts réexaminent les dossiers. Les mutilations rituelles seraient en réalité dues à des morsures d'animaux post-mortem. Une trace d'ADN retrouvée sur la scène du crime correspond à un cheveu, appartenant non pas à un des adolescents, mais au beau-père d'une des victimes. Le système est très lent, et pendant ce temps, Damien, enfermé dans le couloir de la mort, écrit des lettres, des journaux intimes et des poèmes pour ne pas sombrer dans la folie. En 2011, après 18 ans d'emprisonnement, un Alford Plea permet leur libération. Ils plaident coupables tout en maintenant leur innocence, acceptant un accord qui leur permet de sortir immédiatement. Damien Echols, Jason Baldwin et Jesse Misskelley retrouvent la liberté. Ce type de plaidoirie, rare, est un compromis. Il évite au système judiciaire d'admettre officiellement une erreur, tout en permettant aux accusés de recouvrer la liberté. Le jour de leur libération, la foule les acclame à la sortie du tribunal de Jonesboro. Damien, marqué physiquement et mentalement, dira « Ils m'ont volé ma jeunesse, mais pas ma foi en la vérité. » Jason Baldwin, lui, refuse d'abord le compromis, préférant rester en prison plutôt que de plaider coupable pour un crime qu'il n'a pas commis. Il finira par accepter pour libérer Damien. West Memphis ne sera plus jamais la même. Les familles des enfants continuent de pleurer leur perte, tandis que la ville reste marquée par la peur et la suspicion. Pour le monde entier, ces 3 hommes sont devenus le symbole d'un procès où la peur a surpassé la justice. Leur histoire résonne comme un avertissement.
Quand la peur dicte la vérité, la justice devient aveugle. Depuis leur libération, l'affaire fascine toujours. Livres, documentaires et enquêtes continuent d'explorer les zones d'ombre. Les véritables auteurs des meurtres restent inconnus et les motivations demeurent mystérieuses. Mais comment une petite ville a-t-elle permis que la peur dicte la justice? Comment 3 adolescents ont-ils pu être condamnés sur des preuves aussi fragiles? Pour ceux qui s'aventurent dans les bois de l'Arkansas ou qui lisent les anciens dossiers, le mystère persiste. Et vous, que feriez-vous si l'ombre du mal frappait là où vous pensiez être en sécurité? Angleterre, milieu du XIXe siècle. Le pays vibre au rythme de la révolution industrielle. Les villes s'étouffent sous les fumées noires des usines. Les cheminées crachent la misère autant que le progrès. Dans les rues de Newcastle, de Durham ou de Sunderland, on entend les cris des enfants d'ouvriers, les marteaux des forges, les cloches d'église qui sonnent la mort presque aussi souvent que les mariages. C'est une époque où l'espérance de vie dépasse rarement 40 ans. Les épidémies ravagent les foyers, la médecine tâtonne et les femmes n'ont qu'un seul rôle à jouer, enfanter, prier, obéir. Et dans cette Angleterre où la pauvreté tue en silence, une femme, discrète et pieuse en apparence, va transformer la mort en une source de richesse. Son nom, Mary Ann Cotton. Une épouse modèle, une mère courageuse et dans l'ombre, une tueuse méthodique. Mary Ann Robson naît en 1832 à Low Moorsley, un petit village du nord de l'Angleterre. Son père est mineur, un métier aussi dangereux que nécessaire. Quand elle a 8 ans, un drame la marque à jamais. Son père tombe dans un puits de mine et meurt écrasé. Sa mère, sans ressources, se remarie rapidement. Une décision que Mary Ann ne pardonnera jamais vraiment. Petite fille réservée, intelligente, elle apprend très tôt à observer plutôt qu'à parler. Elle comprend une chose. Dans un monde dirigé par les hommes, la douceur et la docilité sont des armes. À 20 ans, elle épouse William Mowbray, employé des chemins de fer. Un homme honnête, simple, qu'elle suit d'une ville à l'autre. Ils auront, selon les registres, jusqu'à 9 enfants, mais seuls 3 survivent. Les autres meurent jeunes, souvent de ce qu'on appelle à l'époque la fièvre gastrique, un terme flou pour désigner des douleurs abdominales, des vomissements, des convulsions. Dans un siècle où la médecine ignore encore l'existence des microbes, personne ne s'étonne vraiment. Mais un détail échappe à tous. À chaque décès, Mary Ann touche une indemnité d'assurance vie. De petites sommes, certes, mais suffisantes pour vivre mieux que ses voisines. Quand William Mowbray meurt à son tour, emporté lui aussi par une mystérieuse maladie de l'estomac, Mary Ann encaisse une nouvelle fois. Puis elle déménage et recommence. Toujours le même rituel, toujours le même regard triste, la même voix douce, la même mise en scène de la veuve éplorée. Mary Ann épouse ensuite George Ward, un machiniste d'usine malade et fragile. Elle s'occupe de lui avec tendresse, prépare ses repas, le soigne jour et nuit, jusqu'à ce qu'il meure à son tour de douleurs abdominales, encore. Puis vient James Robinson, un veuf charpentier, père de plusieurs enfants. Mary Ann devient gouvernante, s'installe chez lui, gagne sa confiance et son cœur. Mais rapidement, les enfants tombent malades, puis sa mère, puis James lui-même, qui échappe de peu à la mort et la met finalement à la porte, après avoir découvert qu'elle avait vidé son compte en banque.
Partout où elle passe, les tombes se multiplient. Et toujours, le même poison, l'arsenic. À l'époque, l'arsenic est partout. On en trouve dans les teintures, dans les insecticides, dans les papiers peints, même dans certains médicaments. Un fléau invisible, incolore, sans odeur. Un poison si commun qu'il en devient banal. Marianne a compris son potentiel. Une dose trop faible pour être remarquée, mais assez forte pour tuer lentement. Les symptômes? Exactement ceux d'une maladie digestive. Fièvre, vomissement, déshydratation. La mort paraît naturelle. Et dans un pays où les certificats de décès sont rédigés à la hâte, personne ne pose de questions. Marianne enterre ses maris, ses enfants, ainsi que ses beaux enfants. Et à chaque fois, elle se relève, plus belle, plus calme, plus assurée. Certains disent qu'elle portait toujours du noir, d'autres qu'elle gardait sur elle un petit flacon de poudre blanche, soigneusement caché dans son tablier. En 1870, Marianne s'installe à West Auckland avec Frederick Cotton, un mineur veuf, père de 3 garçons. Elle devient sa maîtresse, puis son épouse. Mais à peine 1 an plus tard, la femme de Frederick meurt subitement, puis un enfant, puis un autre. Les voisins commencent à murmurer. Une rumeur court dans les rues. Là où Marianne passe, la mort suit. Mais Marianne, elle, ne s'arrête pas. Elle entame une liaison avec un autre homme, Joseph Natras, un ancien amant qu'elle fait venir vivre chez elle. Et bientôt, Frederick Cotton meurt à son tour. Encore une fois, d'une maladie de l'estomac. Marianne se retrouve seule avec les enfants et plusieurs polices d'assurance à son nom. Mais cette fois, quelque chose change. Un médecin, le docteur Thomas Kilburn, remarque son empressement à réclamer l'argent avant même l'enterrement. Troublé, il ordonne une autopsie. Résultat, le corps contient une quantité d'arsenic suffisante pour tuer un cheval. Et ce n'est pas un hasard. Marianne Cotton est arrêtée en 1872. Elle nie tout, bien sûr. Elle parle d'un complot, de jalousie, de malchance. Mais l'enquête révèle un schéma terrifiant. 4 maris, 11 enfants, plusieurs amants et beaux enfants, presque tous morts dans des circonstances identiques. La presse s'empare de l'affaire. Les journaux populaires la surnomment bientôt « The Black Widow », la veuve noire. Son visage envahit les colonnes. Une femme ordinaire, au regard doux, presque maternel. Mais derrière ce calme, un froid absolu. Lors du procès, à Durham, la salle est comble. Le public veut voir celle qui a transformé la maison familiale en tombe. Les médecins légistes présentent les résultats des analyses. Dans chaque corps exhumé, les mêmes traces d'arsenic. Les témoins parlent d'une femme calculatrice, capable de charmer et de manipuler avec un talent presque surnaturel. Marianne, elle, garde son calme. Elle dit prier chaque nuit, parler à Dieu et jure son innocence jusqu'au bout. Mais les preuves s'accumulent. Et le jury la déclare coupable du meurtre de son beau-fils, Charles Edward Cotton, âgé de 7 ans. La sentence tombe, la pendaison. Le 24 mars 1873, à la prison de Durham, Marianne Cotton monte sur l'échafaud vêtue de noir. La foule s'est massée à l'extérieur. Certains prient, d'autres veulent voir. Quand la trappe s'ouvre, Marianne pousse un dernier cri. « Je ne suis pas coupable. » Mais le silence qui suit scelle son destin. Elle meurt à 40 ans. Après son exécution, l'Angleterre reste figée. On estime qu'elle aurait tué au moins 21 personnes. Certains historiens avancent le chiffre de 25. Aucun autre tueur, homme ou femme, n'avait jamais atteint un tel bilan dans le pays.
Mary Ann Cotton n'était pas folle. Elle était patiente, méthodique, une tueuse d'habitude, de profit, peut-être même de pouvoir. Combien de fois a-t-elle regardé une vie s'éteindre sans scier? Combien de prières a-t-elle murmuré avant de verser le poison? Personne ne le saura jamais. Mais une chose est sûre, dans l'Angleterre victorienne, le mâle n'avait pas de cornes ni de crocs. Il portait une robe noire, un tablier blanc et un sourire rassurant. Et il s'appelait Mary Ann Cotton. Autriche, début des années 90. Les rues de Vienne s'illuminent à la tombée du soir. Les vitrines des cafés débordent de conversations élégantes. Les théâtres s'animent, la musique classique résonne dans les salles dorées. Une capitale d'art et de culture, fière de son raffinement. Mais dans l'ombre des façades baroques, sous la lumière trop parfaite des lampadaires, un homme rôde. Un homme que tout un pays croit sauver, mais qui cache une vérité plus sombre que la nuit elle-même. Son nom, Jack Unterweger, un poète, un écrivain, un symbole de rédemption, et en secret, un tueur en série. Jack Unterweger naît en 1950 à Judenburg, un petit village autrichien pauvre et isolé. Sa mère, une prostituée itinérante, le confie souvent à des proches ou à la rue. Son père, un soldat américain disparu avant même sa naissance. L'enfant grandit dans le rejet, le froid et la violence. Il apprend très tôt que pour survivre, il faut séduire, manipuler, mentir. Ses premiers délits, vols, bagarres, escroqueries sont autant de signaux ignorés. À 24 ans, le drame bascule. En 1974, il attire une jeune femme dans les bois. Il la frappe, l'étrangle avec son propre soutien-gorge. Un meurtre brutal, sans raison apparente. La police l'arrête quelques jours plus tard. Condamné à la prison à perpétuité, Jack entre dans l'enfer des barreaux. Mais ce n'est pas la fin. C'est le début d'une métamorphose. Derrière les murs gris, il découvre la lecture. Il dévore Dostoïevski, Rilke, Goethe. Et il écrit des poèmes, des récits, des lettres enflammées. Son style touche par sa sincérité. On parle d'un génie brut, d'un talent né dans la douleur. Les intellectuels s'en emparent. Ses textes paraissent dans des revues, ses poèmes sont lus à la radio. Sous la plume du tueur, le crime devient confession. L'ombre devient lumière. Peu à peu, l'opinion publique se passionne. Jack Unterweger devient le symbole de la réhabilitation par la culture. Et en 1990, après 15 ans de détention, les campagnes de soutien réussissent. Il est libéré conditionnellement. L'Autriche célèbre un miracle. Personne ne se doute que le monstre vient d'être relâché. Libéré, Jack s'installe à Vienne. Il porte des costumes sur mesure, fréquente les salons littéraires, les plateaux de télévision. Sa voix douce, ses manières élégantes, fascinent. Il parle de rédemption, d'espoir, de poésie. On l'invite partout. Il incarne la beauté du pardon. Sous les projecteurs, Jack se construit un nouveau rôle, celui du poète repenti. Il donne des conférences, publie son autobiographie « Purgatoire ». Le livre devient un succès, mais dans l'ombre, la réalité gronde. Entre 1990 et 1992, des femmes sont retrouvées mortes à Vienne. Des prostituées, toutes étranglées avec leurs sous-vêtements. Même signature, même brutalité. Ironie macabre, Jack travaille alors comme journaliste pour un grand quotidien viennois. Son sujet d'enquête, les meurtres de prostituées,
Il arpente les mêmes rues que le tueur qu'il prétend traquer. La presse salue son empathie, sa connaissance du terrain. Mais le terrain, c'est lui. Le jour, Jack dédicace ses livres, signe des contrats d'édition, donne des cours dans les écoles. La nuit, il rôde. Toujours le même rituel. Il aborde une femme, rit avec elle, paie, la met en confiance. Puis, au moment où elle baisse la garde, il serre ses doigts autour de son cou. Pas de rage, pas de cri, seulement un contrôle parfait. Le plaisir de décider du dernier souffle. Chaque meurtre devient un poème silencieux, une création, une revanche contre le monde qu'il a méprisé. La police, aveuglée par son image publique, ne le soupçonne pas. Comment un écrivain célébré, ami des intellectuels, pourrait-il être un monstre? Jack joue un rôle à la perfection. Lors des interviews, il parle du tueur au féminin pluriel. Elle mérite qu'on les écoute. Et la société, flattée par sa sensibilité, ferme les yeux. Jack voyage à travers l'Europe. Il donne des conférences à Graz, Prague, Zurich. Mais partout où il passe, les cadavres suivent. Toujours les mêmes marques autour du cou, toujours les sous-vêtements comme cordes. Les enquêteurs européens commencent à croiser les données. Les meurtres cessent quand Jack quitte le pays et reprennent à son retour. L'étau se resserre. La police autrichienne le place sous surveillance, mais Jack, rusé, le sent venir. Il pense qu'à Los Angeles, personne ne le trouvera. Il ignore que le FBI l'est déjà sur ses traces. En février 1992, il est arrêté dans un hôtel de Miami. Silencieux, il sourit aux caméras, le sourire du tueur. 2 ans plus tard, Vienne. La salle d'audience est pleine. Journalistes, écrivains, curieux, tout le pays veut voir la chute du poète. Le dossier est accablant. Fibres retrouvées dans sa voiture, cordes identiques, empreintes ADN. Et surtout, un schéma. Les dates de ses voyages coïncident parfaitement avec les meurtres. Jack nie tout, toujours avec ce ton calme, presque séducteur. Je suis un écrivain, pas un assassin. Mais derrière le charme, le jury voit la manipulation. Les experts psychiatres parlent d'un narcissisme absolu, d'un besoin de contrôle et d'admiration maladif. L'homme n'aime pas, il joue à aimer. Le procès dure plusieurs semaines. Les preuves s'accumulent, les masques tombent. Et en juin 1994, après 12 heures de délibération, le verdict tombe. Coupable de 11 meurtres, peine, réclusion à perpétuité. Dans la salle, un silence lourd. Certains pleurent, d'autres applaudissent. Jack, lui, sourit encore. La nuit du verdict, Jack Unterweger écrit un dernier texte, quelques lignes énigmatiques. La liberté n'est qu'un rêve, et le rêve une corde invisible. Peu avant l'aube, il déchire ses draps, les tresse et les noue à une poutre. Il s'étrangle lentement, exactement comme ses victimes. Le nœud, disent les gardiens, était fait à la perfection. L'Autriche réalise alors sa faute. Elle a glorifié un meurtrier, nourri par l'admiration de ceux qui croyaient en sa rédemption. Jack Unterweger n'a jamais changé. Il a simplement perfectionné son masque. Et il a prouvé une chose. Le mal n'a pas toujours un visage monstrueux.
Nous sommes à Chicago, 1893. Une ville en pleine effervescence. Les rues s'illuminent sous les premières lampes électriques. L'exposition universelle attire des milliers de curieux venus découvrir le futur. La lumière, la modernité, le progrès. C'est l'Amérique triomphante, sûre d'elle. Mais à quelques rues des pavillons éclatants, dans le quartier d'Englewood, un autre bâtiment s'élève. Loin des regards, une construction aux fenêtres étroites, aux couloirs qui ne mènent nulle part. Un édifice étrange, presque vivant. Un lieu qu'on appellera plus tard le château du mal. Et moi, je vais vous raconter ce qui s'y passait, derrière ces murs, sous la façade d'un hôtel respectable, dans les entrailles du diable lui-même. Il s'appelait Herman Webster Mudgett, mais vous le connaissez sous le nom de H. Holmes. Né en 1861 dans le New Hampshire, il était brillant, manipulateur et d'un calme inquiétant. Enfant, il avait peur des cadavres, jusqu'au jour où on le força à toucher un squelette humain. Ce jour-là, la peur fit place à la fascination. À l'université de médecine du Michigan, Holmes découvrit qu'on pouvait tirer profit de la mort. Il volait des cordes à la morgue, les défigurait, puis les faisait passer pour des victimes d'accidents. Afin de toucher les assurances, il disséquait, expérimentait et revendait parfois les squelettes à des écoles de médecine. Chaque cadavre était une opportunité. Holmes n'étudiait pas la médecine pour sauver des vies. Il l'étudiait pour comprendre comment les éteindre sans laisser de traces. Et surtout, comment en tirer profit. Quand il arrive à Chicago, il change de nom. H. Holmes. Le docteur distingué, courtois, toujours souriant. Il achète un terrain à Englewood et fait construire un grand bâtiment. 3 étages, une pharmacie au rez-de-chaussée, des chambres à louer pour les visiteurs de l'exposition universelle. Mais ce n'est pas un hôtel, c'est une machine à tuer. Holmes engage et renvoie des ouvriers en permanence pour que personne ne comprenne le plan d'ensemble. Chaque mur, chaque couloir, chaque porte a un but précis. Certains débouchent sur des pièces sans issue, d'autres sur des trappes menant directement au sous-sol. Les portes se verrouillent de l'extérieur, les chambres sont insonorisées et les conduits d'aération peuvent transporter du gaz. Sous le plancher, Holmes installe des fours crématoires, des cuves d'acide, des tables d'opération. Le sol du sous-sol est couvert de taches qu'aucune eau ne peut laver. Dans son carnet, il appelle ce lieu « mon laboratoire », un endroit où il observe la mort comme une expérience scientifique. Le plan complet du bâtiment n'a jamais été retrouvé. On estime qu'il y avait plus de 100 pièces, dont certaines sans fenêtres, et un système secret de conduits reliant les chambres entre elles. Des témoins ont affirmé que Holmes s'amusait à se perdre lui-même dans le labyrinthe pour tester l'efficacité de la peur. L'architecte d'origine, Etna Iron Works, n'a jamais été payé et plusieurs ouvriers ont mystérieusement disparu après le chantier. Holmes n'a pas besoin de forcer, il charme. Sa voix douce, son regard calme, sa politesse, tout inspire la confiance. Les femmes tombent sous le charme de ce docteur cultivé, courtois et si rassurant. Il engage de jeunes employés dans sa pharmacie, leur promet un logement, l'amour, une vie meilleure. Certaines deviennent ses amantes, d'autres ses épouses, sous de faux noms. Mais elles ont toutes un point commun, elles disparaissent. Souvent, elles laissent une lettre écrite sous sa dictée, annonçant un départ précipité. Holmes explique qu'elles ont trouvé un nouvel emploi ou qu'elles sont parties en voyage. Mais leurs valises
leurs bijoux, leurs vêtements restent dans leur chambre. Le plus sordide, c'est la méthode. Holmes observe chacune de ses victimes, étudie leurs habitudes, leurs peurs. Certaines sont enfermées dans des pièces qui se rétrécissent lentement. D'autres meurent asphyxiées dans une chambre à gaz pendant qu'il les regarde par un Judas. Il contrôle tout, même leur dernier souffle. Les corps sont ensuite descendus par une trappe jusque dans le sous-sol. Là, Holmes les dissèque, retire la chair, blanchit les os et revend les squelettes à des universités. Chaque meurtre devient une transaction, une ligne dans ses comptes. Parmi ses victimes les plus connues figurent Julia Smythe et sa fille Pearl, disparues à Noël 1891. Holmes aurait promis à Julia un mariage avant de la tuer dans sa chambre à gaz. D'autres femmes, comme Emmeline Cigrand et Minnie Williams, ont également disparu après lui avoir cédé des biens immobiliers. Les contrats étaient toujours à son nom. Pendant des années, Holmes échappe à tout. Il change de ville, d'identité, de femme. Son sourire est son arme la plus efficace. Mais en 1894, il commet une erreur. Avec un complice, Benjamin Pitezel, il organise une arnaque à l'assurance vie. L'idée, simuler la mort de Pitezel pour encaisser la prime. Mais Holmes préfère le tuer réellement avec du chloroforme. Puis il fait disparaître 3 de ses enfants qu'il aurait étouffés l'un après l'autre. Quand la police découvre les cadavres, tout s'effondre. Les détectives fouillent enfin son hôtel d'Englewood. Ce qu'ils trouvent dépasse l'entendement. Des murs doublés de plomb, des portes sans poignées, des pièces capitonnées, des tuyaux menant à des chambres à gaz. Dans le sous-sol, des instruments chirurgicaux, des squelettes incomplets, des restes humains conservés dans des bocaux. L'air sent encore le gaz et le métal brûlé. Les journaux s'emparent de l'affaire et baptisent le lieu The Murder Castle, le château du meurtre. Le journal The Chicago Tribune titra à l'époque « La maison du diable, découverte à Englewood ». Les enquêteurs mettront plusieurs semaines à fouiller entièrement le bâtiment, trouvant même des registres d'hôtels où Holmes avait noté les initiales de certaines victimes. L'affaire fit la une nationale, éclipsant presque la fin de l'exposition universelle. Holmes est arrêté à Boston. Lorsqu'on l'interroge, il ne semble pas inquiet. Il plaisante, sourit, raconte des histoires contradictoires. Il avoue, se rétracte, puis invente d'autres crimes. « Je suis né avec le diable à mes côtés », déclare-t-il un jour à un journaliste. À son procès, les témoignages s'enchaînent. Des femmes disparues, des employés qu'on n'a jamais revus, des parents qui cherchent leurs enfants. Mais Holmes garde son sang-froid, comme s'il assistait à une pièce de théâtre. Le verdict tombe en 1895. Coupable du meurtre de Benjamin Pitezel, condamné à mort par pendaison. Mais combien a-t-il tué ? 10 ? 50 ? 200 ? Personne ne le saura jamais. Pendant son procès, plus de 50 personnes vinrent témoigner. Plusieurs universités confirmèrent avoir acheté des squelettes à un homme correspondant à sa description. L'avocat général affirma qu'il avait fait de la mort un commerce. Holmes rédigea aussi des lettres à la presse depuis sa cellule, essayant de vendre son histoire pour de l'argent. Avant son exécution, Holmes écrit une confession. Un texte étrange,
entre vanité et délire. Il s'y décrit comme un être exceptionnel, incapable de ressentir le mal. Il détaille ses crimes, mais en enjolive d'autres, comme s'il se mettait en scène une dernière fois. Le 7 mai 1896, à la prison de Philadelphie, il monte à la potence. Son dernier mot, un sourire. Le bourreau tire la manette, mais la corde ne casse pas net. Holmes met plus de 15 minutes à mourir, lentement, sous les yeux du public. Même dans la mort, il reste maître du spectacle. Après sa mort, plus de 5000 personnes se pressèrent pour voir son cercueil. Des journaux vendirent des photos de son visage inerte. Certains visiteurs volèrent même des morceaux de corde comme souvenir du diable. Après son exécution, les rumeurs courent. Certains affirment qu'il aurait simulé sa mort, qu'un autre corps aurait été pendu à sa place. Lorsqu'on exhume sa tombe en 2017, on découvre que son corps est encore intact, enfermé dans du ciment. Exactement comme il l'avait exigé. Peut-être pour empêcher qu'on profane sa dépouille, ou peut-être pour que le diable ne sorte plus jamais. L'hôtel, lui, a brûlé dans un incendie mystérieux, peu après son arrestation. Les plans ont disparu, et personne ne saura jamais combien de murs cachaient encore des secrets. Parmi les rares objets sauvés, un carnet. Sur une page, cette phrase : « Chaque vie que j'éteins est une ligne de mon œuvre. La mort, elle, est la seule vérité pure. » En 2022, une lettre attribuée à Holmes a refait surface dans une collection privée. Elle mentionnait une expérience inachevée et portait la signature HHH, son style habituel. Les experts ne s'accordent pas sur son authenticité. H. Holmes n'était pas un simple tueur. Il était un architecte de la peur, un scientifique du crime, un homme qui transformait la mort en expérience. Son château n'existe plus, mais sa légende, elle, hante encore Chicago. La nuit, on entend des pas dans les ruelles d'Englewood, comme si le diable, encore une fois, cherchait un nouveau laboratoire. Et si le mal, finalement, ne mourait jamais, mais changeait simplement d'adresse. L'homme n'est jamais plus dangereux que lorsqu'il croit maîtriser la mort. Extrait du carnet de sang. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est le plus long de la saison, ainsi que le dernier. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un avis et un commentaire. Cela aide beaucoup le podcast. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle saison de Macabre Mystère.